Alors dans ce chapitre, on va regarder les différents types de groupes, mais aussi les différents types de fonctionnement, et on va voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien, les inconvénients, les avantages, et on va chercher après, à partir de là, à voir comment organiser un groupe de manière à ce qu'il soit le plus participatif possible, avec de l'application, de l'engagement, mais aussi, eh bien, avec une bonne durabilité. Alors commençons tout de suite, et quand on parle de réseaux sociaux, de community manager, de groupes habituels, eh bien souvent on peut se poser la question effectivement des échanges synchrones et des échanges asynchrones. Alors effectivement, lorsque l'on est dans un fonctionnement classique en présentiel, eh bien on se retrouve au même endroit, au même moment, lors d'une réunion, et dans ce cas-là, eh bien effectivement on discute à deux, à plusieurs, enfin bref, on discute en même moment. Mais lorsqu'on est à distance, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque en fait, on peut avoir des choses synchrones, un petit peu comme le dessin de gauche, et des choses asynchrones, où alors on est tout seul devant son ordinateur, et puis la personne répondra au moment où ça l'avantage. Alors, c'est vrai pour les réseaux sociaux, c'est vrai. Alors, dans les rencontres en visio, on est clairement en synchrone. Dans les forums, on est plutôt en asynchrone. Le chat, eh bien, ça dépend. Ça dépend des fois. Effectivement, on peut le faire fonctionner en synchrone ou en asynchrone. Vous voyez que la question est moins une question d'outil lorsqu'on est à distance que d'usage de l'outil. Alors regardons un petit peu pour les réseaux sociaux, et puis ben, tous ces réseaux sociaux, ces forums, toutes ces choses que l'on fait en ligne nous ont habitués en fait à des échanges asynchrones. Alors quels sont les avantages et les inconvénients des échanges asynchrones? Eh bien ça permet déjà à chacun de lire et de répondre au moment où ça l'arrange, hein, donc quand il le souhaite, au moment où il est disponible, au moment où il a choisi. Alors c'est bien, ça marche d'ailleurs très bien avec ceux qui ont du temps et qui sont très motivés par la discussion, donc on peut fabriquer des choses comme ça effectivement. Alors en général, on considère d'ailleurs qu'un forum, lorsqu'on est sur un sujet un peu ciblé, eh bien il faut quand même 300 personnes pour assez motivées hein, quand même pour que le système fonctionne bien dans une communauté, dans un forum, dans un système type Slack ou autre, etc., ou Teams et autres. Et donc, effectivement, c'est quand même déjà pas mal de monde. Alors, on peut y arriver, bien sûr, mais moi, je vous avais promis, effectivement, de pouvoir faire fonctionner le groupe à une centaine de personnes et avec des gens peut-être pas si motivés que ça, surtout quand on est en transversalité, lorsqu'on est en association avec une multi-appartenance, on fait plein de choses, lorsqu'on est dans une société et puis que l'on travaille pas directement avec son équipe, etc. Du coup, il y a un mais avec ce fonctionnement-là. Le mais, c'est que bah, ça marche nettement moins bien avec des personnes dont ce qu'on appelle le temps de cerveau disponible. Vous savez, cette phrase de Lelay qui disait, moi, mon métier, c'était de donner du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Eh bien, le temps de cerveau disponible, il est déjà pris par Coca-Cola, il est déjà pris par les chatons sur Facebook, et puis il est pris aussi par nos équipes, notre travail, les choses les plus importantes. Et donc, du coup, quand on est un peu en transversalité, lorsqu'on est un peu en association, etc., eh bien, on a un problème. On a un problème, c'est que effectivement, eh bien, on a moins de temps de cerveau disponible, et là, du coup, ça fonctionne plus du tout. Alors du coup, c'est le cas effectivement dans le 21e siècle, parce que dans le 21e siècle, premièrement, on travaille dans une entreprise, même si c'est une grande entreprise, eh bien, il faut travailler pas simplement dans son équipe, mais également en transversalité. Dans nos loisirs, eh bien, nos loisirs, on a plusieurs loisirs. On était avant peut-être dans une seule association, maintenant on peut être dans plusieurs choses, etc. Et donc en général, eh bien, au 21e siècle, eh bien, ça fonctionne plus très bien. Alors comment on va faire pour toucher ceux qui ont un sujet ceux qui n'ont pas un sujet unique, voilà, un seul centre d'intérêt, etc. Bref, au XXIe siècle, plusieurs centres d'intérêt. Alors pour ça, eh bien, il va falloir bloquer des moments synchrones. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir que pour faire fonctionner facilement notre transversalité, communauté, groupe, quel que soit le nom qu'on va lui donner par la suite, eh bien, il va falloir faire travailler de façon synchrone, c'est-à-dire réunir les personnes au même moment. Alors ça peut être des rencontres en présentiel, bien sûr, mais également des rencontres à distance, hein, par visio, pourquoi pas par téléphone, ou même par chat. On avait testé ça, par exemple, avec des pays qui étaient moins bien connectés, hein, ça marche aussi très bien. Mais la question, c'est l'usage synchrone plutôt que asynchrone. Alors pendant ce temps, eh bien, l'avantage, c'est que lorsqu'on est ensemble, lorsque par exemple on a une réunion, eh bien notre temps de cerveau disponible est en majorité, sauf si on commence à lire ses mails, mais en majorité, eh bien mis dans la rencontre, alors qu'en asynchrone, eh bien on fera ça demain ou quand on peut, etc. On passera en priorité 2 parce qu'il y a plein de choses en priorité 1.
Du coup, bon, si les participants, comme je disais, ne lisent pas leur mail, eh bien, on va avoir vraiment du temps de cerveau disponible pendant ce moment synchrone. Donc, la première astuce qui va être importante, c'est que le fonctionnement, lorsqu'on a des gens qui ont un temps de cerveau disponible faible, en transversalité, dans une association, dans un endroit où les personnes sont sollicitées par d'autres choses en même temps qui, pour certaines, ont plus d'importance, hein, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, il va falloir travailler en synchrone. Alors évidemment, ça pose un petit problème quand même, hein, malgré tout, parce que ça nécessite d'être disponible au même moment et le même jour, la même heure, et puis au même endroit. Enfin, même endroit ou au moins sur le même serveur si on est à distance. Alors comment faire? Eh ben, tout d'abord, vos discussions elles peuvent être quand même malgré tout asynchrones si vos membres ils font partie par exemple, d'une équipe. Alors dans une équipe, eh bien, on peut travailler avec des outils effectivement de forum, etc. Parce que le temps de cerveau disponible est majoritairement dédié à l'équipe de travail au sein d'une entreprise, par exemple. Ou alors si on a un thème principal. Imaginez que je sois dans une entreprise, on est en transversalité, mais mon sujet, eh bien, c'est de faire l'aide à l'informatique pour les utilisateurs, par exemple dans l'endroit où je suis, eh bien une communauté qui aura ce sujet-là, eh bien évidemment va devenir extrêmement stratégique pour moi. Donc dans ce cas-là, eh bien mon temps de cerveau disponible va être très fort. Si par contre on va essayer de fabriquer des synergies, eh bien là ça va beaucoup moins bien marcher. Alors, c'est vrai aussi, lorsqu'on discute, sur son temps libre, quand on s'occupe des petits chatons sur Facebook ou des choses comme ça, eh bien, pour occuper son temps, là, il y a pas de problème, on peut travailler de façon asynchrone, c'est quand on a le temps et puis après on se laisse happer d'ailleurs, parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont très bien faits pour happer notre temps de cerveau disponible, notre attention, de manière à pouvoir la revendre évidemment à des publicitaires. Mais, effectivement, dans tous ces cas-là, eh bien, l'asynchrone, ça marche. Mais nous, ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est de travailler en transversalité dans une entreprise, c'est de travailler sur une association où des gens sont déjà impliqués par ailleurs, où on leur travaille, etc. De travailler sur un territoire avec des personnes qui ont un certain nombre de sujets, qui ont des métiers, etc. Mais qui pourraient faire des tas de choses ensemble sur un territoire, mais dont c'est pas la première priorité. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il va falloir travailler plutôt de façon synchrone, en transversalité et en multi-appartenance, c'est-à-dire en fait quand on participe à plusieurs choses, à plusieurs groupements, à plusieurs collectifs, à plusieurs associations, à plusieurs communautés internes de l'entreprise, etc. Alors pour ça, eh bien d'abord on va essayer de pallier les inconvénients du synchrone on peut pas faire autrement puisque l'asynchrone ne va pas fonctionner hein, malgré tout. Hein, vous pouvez regarder comme vous voulez, sauf si le sujet est vraiment majeur, absolument majeur pour toutes les personnes, ce qui est rarement le cas, mais ce qui peut arriver hein, là-dedans. Eh bien il va falloir faire en sorte que la date convienne au plus grand nombre. Alors pour ça, vous avez des outils comme Framadat hein, ou Doodle ou des choses comme ça qui vous permettent de faire des sondages de dates. Et donc ça, c'était un des grands problèmes qu'on avait avant, c'est-à-dire que les personnes répondaient ah oui je peux pas, etc. Ça a encombré complètement d'ailleurs la communauté. Rien que pour fixer une date, maintenant il faut faire un petit sondage et ça a vraiment ces outils très très simples ont vraiment changé la vie, donc on peut trouver une date là-dessus. Même si la date est choisie de façon autoritaire en vous disant bon voilà ça va être telle date et puis on n'a pas forcément consulté tout le monde, eh bien le principal c'est d'organiser des rencontres régulières parce que quelqu'un qui peut pas participer à un endroit, eh bien viendra à un autre moment tout simplement. Hein. Donc le principal c'est pas que tout le monde soit là, mais c'est que tout le monde puisse être là à un moment donné. Donc évidemment, les rencontres synchrones, c'est très compliqué à organiser lorsque c'est ponctuel. Donc dans ce cas-là, on s'y prend des fois très longtemps à l'avance, surtout si c'est un événement annuel par exemple. Mais sinon, eh bien, pour faire quelque chose de plus régulier, plus facile, eh bien, on fixe une date. Alors si possible, on peut essayer de trouver des dates qui conviennent au plus grand nombre, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein, on fixe une date et puis après, eh bien, on en fait plusieurs. Et puis, les personnes qui peuvent pas une fois viendront une autre fois, etc. Alors surtout, eh bien, ce qui est important, c'est que dans un grand groupe où les gens sont relativement faiblement impliqués, hein, c'est ce que j'appelle de l'intelligence collective de niveau faible, en fait, hein, en transversalité, encore une fois en multi-appartenance d'associations, de collectifs, de territoires, etc. Eh bien, surtout, ne discutons pas, n'encombrons pas toutes les personnes, parce que chacun a un temps de cerveau disponible. Il va falloir permettre à chacun de s'appliquer en fonction de son besoin, en fonction de son besoin actuellement. Et si vous faites fuir tout le monde, eh bien, ceux qui vont fuir parce que aujourd'hui ils ont peu de choses à apporter, eh bien, peut-être sont vos participants de demain. Et donc, ça sera dommage de se couper d'eux. Donc, en fait, même ceux qui sont assez peu impliqués sont importants pour vous parce que ce sont peut-être les personnes les plus impliquées de demain. Alors, on a vu les aspects synchrones et asynchrones, le fonctionnement des discussions. On a vu qu'il valait mieux, dans notre cas de figure, travailler de façon synchrone en grande majorité. Eh bien, on va voir aussi maintenant les différents types de groupes
Heu et en particulier les groupes en étoiles. Alors, on appelle ça panoptique. Alors pourquoi? D'abord parce que en fait, regardez cette petite photo, c'est alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une prison. C'est une prison, préparée par Jeremy Bentham, hein, et son frère Samuel. Alors Jeremy Bentham, c'est un philosophe, hein, qui a fait ça en 1886, donc ça on peut se dire: «Tiens, c'est bizarre qu'un philosophe fasse une prison», mais bon, Samuel, son frère, était architecte, donc ça peut aider un petit peu. Mais regardez, parce que effectivement, cette prison elle est conçue de façon très intéressante. Vous avez toutes les prisonniers qui sont tout autour, et tous les prisonniers voient les surveillants dans la petite tour au milieu. Donc ça veut dire que tous les prisonniers voient qu'ils sont surveillés, et les surveillants voient tous les prisonniers. Donc cette structure-là, elle permet au centre, eh bien, de tout voir et d'être vu, tout simplement. Par contre, évidemment, c'est pas très très bien structuré pour arriver à discuter de prisonnier à prisonnier. Alors vous allez me dire, sur une prison, c'est un peu classique, c'est un peu normal, c'est pas grave. Mais par contre, effectivement, eh bien, on va avoir une structure qui est moins faite pour discuter entre les personnes et plutôt avec un centre. Alors voilà donc le fameux plan de ce panopticon, et c'est pour ça que des groupes en étoiles, eh bien, on va les appeler panoptiques. Alors, des groupes en étoiles, eh bien, il y en a pas mal, hein, on en voit plusieurs avec des personnes là-dedans, mais c'est quoi la taille maximale d'un groupe panoptique? Eh bien, là, normalement, on a Robin Dunbar, donc, qui a trouvé le nombre de Dunbar, c'est le nombre maximum de personnes avec lesquelles on peut avoir un lien sur le long terme. Et ce nombre, eh bien, il est assez faible, il est de 150. Alors vous allez me dire, oui, non, mais on fait des groupes plus grands que 150, on va voir comment d'ailleurs, mais ça veut dire que, par exemple, au néolithique, eh bien, les villages étaient de 150. Dans les centuries de César, eh bien, il y avait maximum 150 personnes, hein, pour que le dirigeant de la centurie, eh bien, le centurion, donc, puisse connaître ces hommes. Et donc, en fait, sur le long terme, eh bien, on sait juste faire des groupes de 150. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on n'est pas très éloigné des autres grands primates, hein, puisque les grands singes, c'est dans les 140 et des poussières. Et donc on est à peu près bon, des primates tout à fait classiques, à une exception près, c'est qu'on a dépassé notre capacité cognitive grâce à la culture. On va voir comment. Donc ça, c'est vrai évidemment sur le long terme. Sur le court terme, on peut rencontrer des tas de personnes, et puis etc. Mais après, vous les oubliez. Alors, regardez, vous avez probablement plein d'amis sur Facebook, sur LinkedIn, sur je ne sais quoi, etc. Et regardez, alors bon, par exemple, imaginez vous en avez 2 3 000, et ben combien vous en connaissez vraiment sur le long terme? Combien vous en connaissez avec leur contexte, etc., etc. Regardez, vous allez voir que c'est pas si grand que ça. Alors comment on va dépasser ce nombre de numbers? Comment on l'a dépassé? Parce que ça vous a pas échappé que depuis 10 000 ans, eh bien on est passé des petits villages de 150 personnes maximum avec un chef de village à des cités, à des villes, puis après des pays, et puis maintenant on a même des pays de plus d'1 milliard d'habitants. Eh bien, pour ça, eh bien, soit on peut faire des hiérarchies, hein, donc 150, etc. Donc on fait des hiérarchies, c'est ce qu'on a fait dans les entreprises d'ailleurs principalement, hein. Donc on peut aller jusqu'à des usines, par exemple, certaines sociétés se sont organisées avec des usines jusqu'à 150 personnes, par exemple, pour arriver à avoir des niveaux comme ça. Alors on va voir que si vraiment quand on veut travailler de façon collaborative, eh bien on a fait des groupes plus petits par hiérarchie, hein, donc les petites équipes. Mais en général, voilà, on peut faire ça, et puis bah, de 150 groupes de 150, ça commence à faire du monde. Mais la deuxième solution, plus astucieuse aussi, ça a été d'avoir des représentants. Alors au début des représentants de Dieu, hein, donc de Dieu dans les villes. Donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chef de village qui devient le représentant de Dieu, tout le monde connaît Dieu, donc il y a pas besoin, tout le monde connaît le représentant, il n'y a pas de problème. Et lui, il n'a pas besoin de connaître tout le monde parce qu'il a juste à donner la parole de Dieu, et donc c'est fini. Et donc grâce à ça, eh bien, on a pu faire des villes de milliers d'habitants, et même de dizaines de milliers d'habitants, et maintenant beaucoup plus encore, avec des millions d'habitants. Alors, après, un peu plus tard, on a eu des représentants du peuple, donc des représentants avec la démocratie, mais on a pu, grâce à ça, effectivement, organiser des pays, cette fois non plus en fonction d'un système théocratique, mais d'un système démocratique. Et donc, quand on représente le peuple, eh bien, on est le représentant, donc c'est assez facile. Donc, encore une fois, là, on peut faire des groupes de plus de 150, ce qui est le cas dans nos pays, par exemple. Et puis, ça peut être aussi des représentants maintenant d'une organisation, et c'est ce qu'on appelle un community manager. Donc, je vais représenter une cause, ou je vais représenter une organisation, et lorsque je fais un groupe sur les réseaux sociaux, par exemple, eh bien, je vais être au centre, et je vais représenter le groupe, et donc, de ce point de vue-là, eh bien, je peux avoir un groupe de plus de 150. Donc, vous voyez que grâce à ça, les groupes en étoile, eh bien, ils n'ont pas beaucoup de limites. Alors, quelques exemples qu'on peut donner, hein, les médias, par exemple. Alors, les médias, finalement, c'est un système comme ça. C'est-à-dire qu'on a un système de radio, de télévision avec un centre.
On peut éventuellement faire remonter du centre vers enfin de la périphérie vers le centre. Les gens peuvent donner des avis, peuvent voter, peuvent faire de ces choses. Maintenant, on a des aspects plus interactifs, mais il y a assez peu d'échanges entre les personnes elles-mêmes qui écoutent la radio ou entre les personnes qui regardent la télévision. C'est vrai aussi sur les blogs, hein, et puis même très souvent aussi sur les réseaux sociaux, hein, c'est vraiment comme ça que c'est structuré. Et puis ça peut être aussi vrai pour les États démocratiques ou les États monarchiques, hein, quels que soient les États, eh bien on va avoir des représentants du peuple en démocratie. Le roi a souvent sa légitimité par le Dieu ou par d'autres choses, mais bref, il est représentant de la nation ou représentant de Dieu. Alors, c'est bien, voilà, donc ça, c'est les groupes très connus, et ça fait 10 000 ans que l'on est capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait d'habitude, et donc d'avoir des groupes aussi grands pratiquement qu'on le veut. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais il y a quand même des limites. Alors, regardons ça. D'abord, eh bien, les initiatives, elles viennent du centre. Donc, finalement, c'est les animateurs, hein, le community manager, par exemple, qui va prendre les initiatives, et puis les membres vont réagir au mieux. Mais ils vont pas être proactifs, ils vont être réactifs, c'est-à-dire, en fait, ils vont pas prendre d'initiative, ils vont réagir simplement à ce qu'on leur propose. Alors, deuxièmement, eh bien, le représentant de l'autorité, eh bien, vous connaissez peut-être l'expérience de Milgram, où on a demandé à des personnes qui représentaient l'autorité, donc des scientifiques, organiser une rencontre. Et puis, il y avait une personne qui devait répondre à des questions et une personne qui devait sanctionner la personne qui répondait quand elle répondait mal, en mettant un petit coup de jus de manière à ce qu'elle ait une bonne châtaigne. Et effectivement, le scientifique demandait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et avec ce qu'on appelle l'état agentique, c'est-à-dire qu'en fait, je me réfère à le représentant de l'autorité, c'est pas moi, c'est lui, eh bien, on se rend compte qu'un nombre significatif de personnes vont jusqu'au niveau mortel. Alors, je vous rassure, les personnes qui recevaient les châtaignes, en fait, étaient des comédiens et recevaient pas de châtaignes, mais jouaient le jeu, hein, mais des personnes qui, par contre, étaient les vrais sujets de l'expérience, c'est-à-dire ceux qui tournaient le petit bouton électrique chaque fois qu'ils faisaient une erreur, eh bien, ils étaient pas au courant. Et donc, en fait, on a pu observer comme ça, eh bien, que les représentants de l'autorité, ça faisait ça. Alors, représentant de l'autorité scientifique, mais on a fait la même expérience en télévision, et l'animateur d'une télévision, eh bien, peut faire la même chose. Donc, ça veut dire que le représentant, eh bien, pose un petit problème, c'est que les personnes se mettent derrière et donc perdre leur responsabilité au profit de représentants de l'autorité. Alors deuxièmement, eh bien, il y a peu d'échanges entre les membres. Ça, on l'a vu avec le panopticon, avec la prison, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien, mais les personnes vont réagir. Alors sur un blog, par exemple, si je reprends l'exemple du blog, l'initiative est donnée par le propriétaire du blog qui va faire un article, les personnes vont réagir. De temps en temps, il y a des personnes qui réagissent sur les réactions des autres, mais finalement, en grande majorité, eh bien, on réagit quand même malgré tout sur l'article de blog lui-même, et l'initiative, elle n'est pas là. Donc en fait, finalement, il y a peu d'échanges entre les membres et peu d'initiatives. Donc finalement, ça revient à faire une somme d'intelligence individuelle, c'est-à-dire en fait, c'est juste la somme des personnes qui vont pouvoir faire ça. Donc on peut faire un sondage, on peut accumuler tout ça, et on peut faire ça. Ou alors, bon, si vraiment la personne au centre, elle est complètement biaisée parce qu'elle pense qu'effectivement, elle prend les mauvaises informations, etc., eh bien, ça peut être même simplement l'intelligence individuelle de l'animateur. Donc, dans un groupe en étoile, eh bien, on a de l'intelligence individuelle des membres, ou au pire, l'intelligence individuelle limitée à l'animateur qui n'a pas compris ce que disaient les membres. Alors troisièmement, ça, si jamais ça marche bien, eh bien là on a un petit goulot d'étranglement parce que finalement tout passe par le centre. Donc un groupe en étoile qui fonctionne bien, eh bien le pauvre community manager, le pauvre animateur, le pauvre représentant, eh bien lui il va se retrouver avec de plus en plus de boulot. Donc plus ça marche, plus il y a de monde, plus il y a de boulot. Et là on a un problème effectivement qui fait qu'à un moment donné on a du mal à aller plus loin. Et enfin, eh bien, le centre, c'est un lieu de pouvoir, hein, puisque c'est là où on prend les initiatives. Donc, en fait, eh bien, les guerres de pouvoir se font là. Alors, on le voit dans les associations, on le voit dans un certain nombre en politique, par exemple, également. Eh bien, le centre est toujours un lieu de pouvoir, et donc c'est effectivement là où on peut avoir des conflits. Donc, vous voyez que dans ces groupes fantastiques, puisqu'on a réussi à passer à l'échelle, à dépasser nos limites cognitives humaines, à faire mieux que les autres primates, parce qu'on a dépassé nos limites de 150, eh bien, on a quand même un certain nombre d'inconvénients. Alors, pour éviter cet inconvénient, eh bien, il faudrait passer de groupe en étoile en groupe en réseau. Alors déjà, je vous ai parlé des réseaux sociaux, des community managers. Maintenant, je peux utiliser les bons termes, hein, les termes que l'on a. On a parlé d'échange asynchrone et de groupe panoptique. Ce sont les deux présupposés que l'on a dans la plupart des groupes qui font qu'à un moment donné, eh bien, on a énormément de mal à avoir de l'engagement, de l'implication dans ces groupes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on essaie de faire des échanges asynchrones et on a vu pourquoi dans une grande majorité des cas, pas dans tous les cas, mais dans une grande majorité des cas, là où on avait un temps de cerveau disponible limité, eh bien, ça marchait pas. Et deuxièmement, eh bien, les groupes panoptiques, on a vu un certain nombre d'inconvénients. Alors, on va essayer de faire des groupes hors réseau. Alors, la première chose auquel on pense dans les groupes hors réseau, c'est par exemple les équipes sportives, les choses comme ça, les petites équipes. Alors, regardons un petit peu de ces petites équipes et regardez cette image donc de basketteuse. Vous avez la basketteuse à droite, vous voyez, elle doit comprendre ce qui se passe entre elle et la basketteuse en bas à gauche, mais aussi celle en haut à gauche, mais aussi, et ça c'est important, eh bien les interactions entre les deux basketteuses de gauche, hein, les deux basketteuses bleues, et donc vous voyez qu'il faut arriver à comprendre ce qui se passe dans tous les sens, et y compris les unes avec les autres. Donc en fait, si je regarde bien ce petit jeu-là, simplement à trois, hein, là j'ai limité la photo, eh bien on voit qu'il faut comprendre la relation de moi avec chacune des personnes, hein, si je suis en bleu, la relation de moi avec moi-même, est-ce que j'ai le ballon, est-ce que je suis bien, est-ce que je me sens démarqué, etc. Et puis les relations des autres avec moi et des autres avec eux-mêmes, et pourquoi pas également les relations des autres avec des autres en tant qu'eux-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont plus en forme aujourd'hui, etc., etc. Donc vous voyez que là, si je compte, eh bien j'ai 9 flèches, 9 interactions au lieu des interactions classiques lorsqu'on est en étoile, c'est-à-dire en fait chez deux autres personnes, eh bien ça fait 2 liens. Donc évidemment, eh bien ça fait combien ça fait de liens en tout? Eh bien s'il y a 150 liens, combien y a-t-il de personnes possibles? Eh bien cette fois c'est plus 150 liens, 150 personnes comme avant, mais c'est 150 liens. Eh bien ça fait, regardez bien, ça fait le carré en fait, hein. Donc eh bien 12 ça va parce que 12 fois 12 égale 144. Alors c'est marrant, ça fait biblique, mais on va voir que les sagesses populaires avaient retrouvé des choses que l'on trouve aujourd'hui encore en neurosciences. Mais effectivement, eh bien, quand vous avez 12 personnes, eh bien, ça fait 144 personnes. Donc ça va, ça reste en dessous de 100. Si on a 13, eh bien, on dépasse les 150. 13 fois 13, ça marche pas, il va falloir en crucifier un. Et donc, en fait, on voit que le fonctionnement est différent. D'ailleurs, dans la religion chrétienne, effectivement, tant qu'il y avait une personne au centre, Jésus, eh bien, il pouvait y avoir 12 apôtres, ils étaient 13 en tout. Mais lorsque les apôtres se sont retrouvés tout seuls et devaient travailler de façon en réseau entre eux, eh bien là, ils étaient limités à 12. Alors, je vous rassure, c'est pas que dans la religion chrétienne, hein, les dieux grecs, par exemple, eh bien, il y avait plein de dieux grecs, hein, etc. Mais en fait, il y avait l'Olympe. L'Olympe, c'était vraiment les dieux des dieux, vraiment les meilleurs, etc. Mais il y avait que 12 places. Et il fallait attendre d'en virer un pour en mettre un nouveau dieu dedans, parce que, voilà, il y avait que 12 places. Donc, effectivement, on va retrouver ça un petit peu partout. Alors, c'est ce que l'on voit dans les différents types de sports, hein. Au football, eh bien, il y a 11 joueurs dans chaque équipe. En basket, au volley, etc., il y en a moins, donc c'est encore plus facile. Mais il y a quand même un sport où, malgré tout, eh bien, il y a un sport collectif, hein, bien sûr, un sport en équipe, eh bien, sur lequel il y a plus que 12 personnes. Quel est ce sport? Ah, eh ben, vous avez peut-être deviné, c'est le rugby. Le rugby qui se joue avec des équipes de 13 ou des équipes de 15. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, eh bien, regardez, dans le pack ou la mêlée, donc la plupart des actions dans le rugby, eh bien, la plupart des joueurs avancent comme un seul homme. Le pack, eh bien, vous avez une ligne de personnes et puis, ben, ça fait un groupe de personnes, un ensemble compact de personnes. Et effectivement, eh bien, je vais comprendre les autres joueurs plus ce pack qui avance. Pareil pour la mêlée, hein, la mêlée, eh bien, va avancer comme un seul homme. Et donc, finalement, moi, joueur, j'ai pas besoin de comprendre toutes les interactions entre 13 ou 15 joueurs. J'ai besoin de comprendre les interactions avec euh, moins d'une douzaine d'unités. Voilà, le jeu en ligne, hein, par exemple, bah voilà, ça avance de la même manière. Alors, dans les groupes holoptiques, on va les trouver, les petites équipes holoptiques, on va les trouver dans le sport collectif, hein, on en a parlé, donc à chaque fois, on est limité à une douzaine de personnes. Mais c'est vrai dans les groupes musicaux. Alors, en musique classique, on parle de duo, de trio, de sextuor, de septuor, d'octuor, de nonette, de dixtuor. Dixtuor étant 10 musiciens. Au-delà, eh bien, au-delà de 12, eh bien, on est obligé d'avoir un chef d'orchestre. Pareil en jazz. En jazz, on a des combos de jazz. Et effectivement, on peut avoir les musiciens qui s'entendent eux-mêmes, parce qu'en fait, pour jouer ensemble en équipe, il va falloir comprendre effectivement les interactions de chacun avec chacun. Et donc, en fait, il faut que mon cerveau soit capable d'englober tout ça. Et donc, les combos de jazz, hein, donc les petits groupes de jazz, eh bien, n'ont pas besoin de chef d'orchestre. Mais dès qu'on passe à plus de 12, eh bien, on a le big band.
Alors, je vous mettrai en description donc une petite vidéo assez intéressante. Vous allez regarder, alors c'est une flash mob, hein, donc c'est un événement qui a été fait et dans lequel, eh bien, des musiciens arrivent petit à petit et vont jouer la neuvième de Beethoven. Alors, je vous conseille de le regarder une première fois d'abord pour en profiter parce que c'est vraiment magnifique, effectivement, cette flash mob. Et puis la deuxième fois, eh bien, comptez à peu près à quel moment le chef d'orchestre arrive. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Alors, comment ça se passe dans les assemblées nationales? Alors, dans les assemblées nationales, on pourrait se dire, non, mais là, ça marche pas comme ça, parce que là, il y a quand même beaucoup plus de monde. Eh ben, regardez bien, dans l'Assemblée nationale en France, il y a 577 députés, mais 9 groupes politiques au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, en fait, eh ben, il y a des interactions entre les groupes politiques. Alors, il peut y avoir un petit peu plus parce que vous pouvez avoir des personnes qui sont en désaccord à l'intérieur d'un groupe politique, donc vous allez avoir deux courants, par exemple, trois courants. Donc, on peut monter un petit peu au-delà de 9, 10, 11, 12 maximum. Et vous voyez qu'une Assemblée nationale, eh bien, finalement, ça ressemble à un ensemble alors non pas de personnes, mais de mise en réseau de groupes politiques dans ce cas-là. Et là, ça fonctionne, puisque en fait, normalement, les groupes politiques vont voter comme un seul homme, à quelques exceptions près, qui vont nous permettre de couper certains groupes politiques avec des personnes qui sont en désaccord en deux groupes, mais on ne dépassera pas les 12. Le Sénat, pareil, donc on a 348 sénateurs et 8 groupes politiques. Donc du coup, quand on a des courants divergents, même au sein d'un groupe, alors sauf si vraiment tous les groupes politiques explosaient avaient des courants, des courants contraires à l'intérieur, etc. Au niveau des votes, hein, puisque en fait c'est au moment du vote, eh bien en général on n'a pas dans les enjeux de vote, puisqu'en fait une assemblée, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, l'enjeu c'est effectivement est-ce qu'on va voter ou non tel amendement, telle loi, etc., etc. Eh bien, l'enjeu se joue effectivement sur une douzaine d'unités, et donc on est bien sur toujours un système en réseau. Alors, c'est une capacité humaine, hein, parce que en fait, pour comprendre ça, eh bien, pourquoi les animaux n'ont pas forcément le même fonctionnement? C'est-à-dire que les animaux, ils fonctionnent aussi avec un mâle dominant, avec pour certains animaux sociaux, effectivement, ou alors avec une reine, hein, par exemple pour les animaux, les insectes sociaux. Et donc, en fait, on va avoir des systèmes panoptiques en étoiles, mais en réseau, eh bien, c'est déjà un petit peu plus rare, parce que ça nécessite de pouvoir me mettre à la place de l'autre. Me mettre à la place de l'autre dans ma tête, eh bien, ça s'appelle la théorie de l'esprit en sciences cognitives. Et donc ça me permet de comprendre son état mental. Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Est-ce qu'il est heureux, malheureux? Comment il juge telle autre personne? Pas forcément moi directement, mais telle autre personne, etc. Et donc ça permet de comprendre ses intentions, ses désirs, ses connaissances, plein de choses, hein. Et donc ça va plus loin parce qu'il y a plein d'animaux qui ont de l'empathie, hein, donc ça c'est juste un côté émotionnel et puis de deux à deux, hein. Mais là, eh bien, dans la théorie de l'esprit, eh bien, je peux aller plus loin avec des états mentaux, plus loin que les sentiments, et puis comprendre les états mentaux de telle personne avec telle autre personne qui n'est pas moi-même. Alors, on a malgré tout des alliances un peu partout dans la nature, hein, donc des sortes de mini-groupes, si vous voulez, holoptiques, mais des mini-groupes en réseau. Alors, on a par exemple la symbiose. Alors, la symbiose, on la retrouve un peu partout, dans les animaux, les plantes, on en trouve vraiment très très souvent, mais finalement, c'est un groupe si on peut appeler ça un groupe, c'est un système à deux, simplement. Et donc, on va avoir effectivement des animaux qui vont s'associer ensemble, le crocodile, le petit pluvian, le petit oiseau qui va lui nettoyer les dents, des plantes avec les arbres et les champignons, par exemple, etc., etc. Alors, on trouve quelques rares associations à trois, avec les grands singes en particulier, hein, donc ceux qui sont le plus proches de nous au niveau cognitif, arrivent à faire, par exemple, on va avoir un troupeau de singes, par exemple, avec une centaine de membres, hein, et puis un mâle dominant, eh bien, on peut avoir une alliance de trois singes pour essayer de mettre par terre le mâle dominant. Et donc, ça va être une véritable alliance. Donc, cette fois, eh bien, on est plus que deux, on est trois. Et ça arrive aussi chez certains cétacés. C'est le cas, par exemple, des grands dauphins de Shark Bay qui s'allient à trois pour protéger une femelle. Et donc, grâce à ça, eh bien, ils arrivent à s'accoupler malgré la compétition avec les autres. Et on a même découvert d'ailleurs quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire des alliances de 3 fois 3, c'est-à-dire trois alliances de trois grands dauphins de Shark Bay qui permettaient d'aller plus loin. Mais vous voyez que là, on a fait une sorte de hiérarchie d'alliances, mais on n'arrive pas à faire une alliance à 9 complète, mais on arrive à faire une hiérarchie d'alliances. Alors c'est vrai pour les animaux, c'est pas vrai pour les. Alors au départ, on pensait qu'il y avait par exemple des alliances à trois avec les arbres, les champignons et les monotropes.
Mais le monotrope, eh ben, on s'est rendu compte simplement que non, il n'était pas dans l'alliance vraiment, il était plutôt une sorte de profiteur, hein, donc et donc il profite de l'alliance, mais il n'apporte rien, donc on n'est pas dans une véritable symbiose. Et pour les humains, eh ben, on arrive jusqu'à 12. Alors, ça veut dire qu'on sait faire des groupes en étoiles à 150 et maintenant, grâce à notre culture et à notre système de représentation, eh bien, aussi grand que l'on veut, donc ça c'est bien. Et puis, bah, pour les groupes en réseau, eh bien, on arrive à 12, c'est beaucoup mieux que la plupart des animaux, mais malgré tout, eh bien, c'est limité. Et jusqu'ici, fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passerait au-delà de 12? Est-ce qu'on peut arriver à dépasser? Alors, on peut faire des hiérarchies, hein, toujours, de petites équipes holoptiques. C'est ce que l'on a dans les entreprises. Par exemple, lorsque vous avez une équipe avec un manager et puis 10, une dizaine ou 10 ou 11 personnes, hein, eh bien, voilà, on arrive après à faire des équipes de managers, des équipes de managers, etc., etc. Donc, un peu comme on l'avait fait en étoile, eh bien là, on peut fonctionner effectivement en réseau, hein, pourquoi pas. Mais c'est toujours un système hiérarchique, donc avec des difficultés de transversalité, justement. Et puis, parce que la hiérarchie elle-même, eh bien, elle est en étoile. Donc, en fait, finalement, on fait une étoile de système en réseau, ce qui est un peu paradoxal. Alors, est-ce qu'on pourra avoir des représentants de l'équipe, par exemple? Alors, oui, mais alors du coup, on recrée un centre et là, on retrouve un système en étoile. Donc, non, ça marche pas. Donc, pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser les 12. On a 10 000 ans d'expérience, hein, depuis les premières villes, justement sur les groupes panoptiques, les groupes en étoiles, et puis bah, finalement là on est bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, fin de l'histoire jusqu'aux années 2000. Et dans les années 2000, eh bien, on a commencé à découvrir une façon de faire des grands groupes en réseau, et c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors, on a vu les petites équipes en réseau, maintenant on va les appeler par leur nom, les équipes holoptiques, et les communautés en réseau, et en fait on les appelait communautés holoptiques également, donc les groupes panoptiques en étoile, et les groupes en réseau. Et effectivement, si on veut sortir des limitations des groupes en étoile, hein, comme on a vu, eh bien, il va falloir faire des grandes communautés en réseau, des grandes communautés holoptiques. Et là, eh bien, pour arriver à faire ça, il va falloir regarder effectivement qu'est-ce qu'on a découvert depuis les années 2000, avec à la fois des grands progrès en sciences cognitives, en théorie des jeux, dans plusieurs sciences, et puis de nombreuses expérimentations, que ce soit effectivement dans le logiciel libre un tout petit peu avant les années 2000, et puis après avec des Wikipédia, des Colibri, etc., etc. Alors, justement, regardons ces précurseurs. Alors, dans les années 90, alors c'est intéressant parce qu'il y avait un gars qui avait fait un petit papier, Rick Redmond, qui disait que voilà, les gens du logiciel libre pouvaient travailler pour le monde entier. Là, on fait des tas de trucs, des beaux logiciels pour tout le monde, mais n'arrivaient pas à travailler plus que deux ou trois. Alors, au passage, ça veut dire qu'il avait mis les développeurs informatiques dans le monde des singes plutôt que des humains. Bon, je lui laisse la responsabilité de ça. Et apparemment, ils n'arrivaient pas à travailler jusqu'à 12. Et puis, voilà, Tipa, qu'un jeune Linus Torvald, eh bien, décide de développer un système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation, c'est quand même un logiciel très compliqué, hein, c'est quand même quelque chose qui est pas facile à faire. Et finalement, eh bien, il a commencé à faire ça avec plusieurs centaines de personnes. Alors tout le monde n'a pas contribué correctement, mais finalement, eh bien, il reste suffisamment de personnes et il a toujours trouvé les réponses. Et aujourd'hui, eh bien, ça a permis de développer la première fois un logiciel extrêmement complexe en réseau, même s'il était encore un petit peu au centre, hein, pour pouvoir gérer les choses. Mais malgré tout, les personnes échangeaient entre elles pour trouver des solutions, etc. Et grâce à ça, eh bien, il a pu développer Linux, donc premier logiciel libre qui est passé à l'échelle en fait, c'est-à-dire pas développé simplement par un, deux ou trois ou quelques développeurs, mais par des centaines, voire milliers de personnes. Un peu plus tôt encore, en 1986, eh bien, vous aviez l'IETF. Alors l'IETF, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisme qui s'occupe des standards d'Internet. Alors normalement, quand on en fait un organisme de normalisation, de standards, etc., bah, qu'est-ce qu'on fait? On a des systèmes très très hiérarchisés, avec des groupes, des sous-groupes, etc., etc. Et en 1986, eh bien, les gens qui ont fait l'IETF pour les standards d'Internet ont fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Je vous conseille de regarder le Tao de l'IETF, qui est la façon dont est organisé l'IETF, c'est assez fabuleux. Tout passe par les équipes de base. Chaque équipe, par exemple ceux qui font le mail, ceux qui font les protocoles Internet comme IP, etc., etc. Eh bien, ils sont quand même plusieurs milliers, hein, à chaque fois. Et eh bien, ça fonctionne entièrement en réseau et ça fonctionne plutôt très bien avec quelques règles très très simples. Et ces règles très simples ont permis effectivement un fonctionnement
en réseau à grande échelle dès 1986 et ça continue. D'ailleurs, au passage, c'est très intéressant parce que certains se sont dit, bah tiens, finalement, si moi je commence à avoir l'animateur de chaque groupe là-dedans, eh bien, je pourrais contrôler les standards d'Internet et c'est un enjeu effectivement assez intéressant. Alors la Navy, Cisco, Microsoft, etc. ont essayé et ça a toujours raté. D'abord parce que le rôle de l'animateur, eh bien, c'est un rôle de facilitateur, c'est pas un rôle de community manager, un rôle central. Et puis remontons encore un petit peu plus avant, 1968, eh bien, alors là, c'est le moment où on avait plein de communautés, alors des communautés qui ont pas fait très long feu malheureusement, hein, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Mais en fait, en 1968, il y a une communauté qui s'est montée en Inde avec Mer, hein, donc enfin de son nom Mira Alfassa, qui est donc inspiré de Sri Aurobindo, qui était donc un leader indien effectivement spirituel, et qui a essayé de faire une ville en réseau, effectivement. Alors, il y avait 50 000 personnes prévues. Aujourd'hui, on est 50 ans après, eh bien, il y a 2500 habitants. Donc, c'est pas autant que ce qu'ils espéraient, même si la suite nous le dira, mais c'est quand même assez énorme, puisque 2500 personnes qui vivent en réseau sans représentants. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà des premiers prémices. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en discutant avec les gens d'Euroville, on se rend compte qu'ils ont trouvé des choses extrêmement intéressantes, et puis qu'ils n'ont pas vu, par exemple, les progrès faits par les gens du logiciel libre. Et pareil pour les standards d'Internet, et c'est des milieux qui n'ont pas forcément beaucoup communiqué. Mais à partir des années 2000, eh bien, on a pu commencer à mettre tout ça dans un bocal et puis à comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors, quel est le problème justement, hein? Alors, dans une petite équipe jusqu'à 12, eh bien, en gros, tout le monde joue le jeu, puisqu'en fait, on voit effectivement si un tel ne communique pas bien avec un tel, ça va se voir tout de suite. Donc, celui qui fait rien, c'est pas très facile. Imaginez un joueur de football ou un joueur dans un musical, dans un petit groupe, qui joue pas, eh ben, ça se verrait assez fortement. Alors, il y a évidemment de temps en temps, il peut y avoir quelques exceptions près, hein, de temps en temps, mais c'est assez rare dans une petite équipe. En général, pratiquement, si vous avez une petite équipe, tout le monde va faire le boulot, à quelques exceptions près. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans une grande communauté holoptique? Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, pratiquement, personne ne fait rien, tout simplement. Donc, tout le monde bosse dans une petite équipe jusqu'à 12. Au-delà de 12, eh bien, on peut avoir des passagers clandestins, tels qu'on les appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas voir si je travaille pas, et donc vous allez avoir de plus en plus pas mal de personnes qui font rien. Et donc, on a ce problème-là. Mais à quelques exceptions près, et c'est ces exceptions près qui vont nous permettre de comprendre comment va fonctionner cette communauté extrêmement contre-intuitive que l'on ne connaît que depuis les années 2000. Alors d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que le pourcentage de presque est incroyablement constant. Il est toujours entre 10 et 20%, on va dire, hein, pour simplifier pour l'instant. On va voir les règles scientifiques, on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne effectivement, et quels sont les vrais chiffres, etc. Mais en fait, retenez pour l'instant qu'il y a à peu près 10 à 20% d'actifs. Alors, on a au moins 10% de membres actifs, hein, donc ça veut dire que vous avez, voilà, il faudra avoir 10%. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est, je vais pas avoir, bon, je fais mon deuil, je vais pas avoir tout le monde actif dans mon groupe, mais j'ai besoin d'avoir suffisamment d'actifs. Alors, combien ça fait suffisamment? Alors, on pourrait dire, tiens, ça va être beaucoup. Bon, là, je suis en train de vous charrier un petit peu. Beaucoup, oui, d'accord, mais bon, s'il y en avait beaucoup, ça serait pas mal, parce qu'en fait, au lieu de dire c'est toujours les mêmes qui bossent, eh bien, on pourra dire, bah tiens, il y a beaucoup de monde actif. Donc, ça serait intéressant d'avoir beaucoup, mais pour l'instant, ça nous aide pas beaucoup. Combien ça fait beaucoup? Eh ben, on va essayer de le voir. Et pour ça, on va se faire aider d'une tribu amazonienne, les Munduruku, qui eux comptent d'une certaine façon, et on va essayer de regarder ça ensemble. Regardez cette première photo. Alors, vous voyez une famille avec papa, maman, les enfants, etc. Vous voyez, c'est bien. Regardez maintenant ce groupe, voilà, avec plein de personnes, un petit peu partout, tout le monde est content. Allez, je retire ça, et maintenant, a posteriori, je vous pose une question. Combien y avait-il de personnes sur la première photo? Alors, vous avez trouvé? Allez, normalement, je pense que vous êtes très nombreux à avoir trouvé que voilà, il y avait 5 personnes. Pourquoi? Parce que ça rentre dans notre mémoire de travail, donc finalement, ça marche bien. Combien y avait-il de personnes dans la deuxième photo? Là, je vous laisse un petit peu de temps. 20, 30, 40, 52, 27. La bonne réponse, c'est beaucoup.
Peut-être certains vous l'avez trouvé. Pourquoi c'est beaucoup? Parce que bon, il y en avait 42, mais personne n'est capable de le compter parce qu'en fait, on a besoin de notre mémoire de travail pour pouvoir compter a posteriori. C'est-à-dire que vous avez la photo et puis vous arrivez à avoir tous les détails de la photo. Alors, à quelques rares exceptions près, comme des autistes de haut niveau qui arrivent, alors vous avez peut-être vu ça à la télévision, on les promène en hélicoptère au-dessus d'une ville, et puis après ils vont vous dessiner toutes les maisons, toutes les fenêtres, etc. Mais ils ont piqué les neurones, des neurones sociaux, en fait, puisque ce sont des autistes, pour utiliser pour leur mémoire de travail, ce qu'on appelle la mémoire de travail, et donc ils arrivent à faire plus. Mais en général, dans vos groupes, allez, on va dire que vous n'avez pas rencontré beaucoup d'autistes de haut niveau, et donc, en fait, eh bien, on va avoir un nombre maximum de personnes qu'on peut avoir dedans. Alors, regardons ça. Beaucoup, ça veut dire tout ce que l'on peut compter a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez, je suis dans un groupe, je vois des gens actifs, et puis puis il y a des gens inactifs. Alors les gens actifs, si j'arrive alors je m'amuse pas à les compter là-dedans, on fait pas ça en général, voilà. Mais par contre, imaginez qu'après, je me dise, bah oui, mais il y avait lui, lui et lui. Ah, c'est toujours les mêmes qui bossent. Imaginez par contre qu'il y en ait plusieurs, mais suffisamment pour que je puisse dire, bah, je puisse les compter. Alors à ce moment-là, je vais avoir beaucoup d'actifs, et beaucoup d'actifs, à ce moment-là, eh bien, ma perception du groupe va être totalement différente et même peut me permettre de m'y impliquer. J'ai pas très envie, si c'est pas, je suis pas obligé, si je suis pas contraint à m'impliquer dans un groupe, si jamais il est pas, si jamais c'est toujours les mêmes qui bossent, parce que j'ai pas envie de me faire piéger. Par contre, s'il y a beaucoup de monde, là peut-être je vais pouvoir utiliser le groupe pour faire des choses extrêmement intéressantes par rapport à mes centres d'intérêt. Alors il se trouve que ce nombre il est entre 5 et 9 à peu près. C'est pour ça que je vous ai mis 5 au départ, parce que voilà, on a alors c'est un nombre, c'est un des papiers les plus cités des neurosciences qui s'appelle La magie du nombre 7 plus ou moins 2. Donc c'est un papier quand même qui date de 1956, mais qui va nous servir vraiment de fondement. Parce que finalement, ça veut dire que je suis capable de compter a posteriori entre 5 et 9, suivant comment je suis luné. C'est-à-dire que si je suis un peu avec l'esprit encombré, par exemple au XXIe siècle, ça sera plutôt vers les 5. Donc voilà, mais vous avez peut-être des personnes qui sont capables de voir jusqu'à 9. Donc si vous avez 10 actifs, eh bien pour tout le monde, à part vraiment les exceptions des autistes de haut niveau dont on a parlé, on va avoir peu de monde dans vos groupes en général, parce qu'ils participent assez peu aux aspects collectifs, eh bien, on va avoir, à partir de 10, eh bien, ça va faire beaucoup pour tout le monde. Alors maintenant, on a été vraiment en détail et on a maintenant pratiquement tous les éléments pour trouver le premier grand secret qui va nous permettre de faire des grands groupes en réseau qui fonctionnent avec naturellement de l'engagement et de l'application. On est sûr d'avoir au moins 10% d'actifs. Donc, puisque en fait, bon, on peut avoir entre 10 et 20%, sauf si votre groupe est vraiment pathologique, mais même si votre groupe fonctionne pas très bien, vous avez 10% d'actifs. C'est normal, c'est un fonctionnement qui est bien démontré aujourd'hui. Et on voudrait en avoir au moins 10 pour en avoir beaucoup, pour pas que ça soit toujours les mêmes qui bossent. Alors, combien faut-il de membres au total pour avoir au moins 10 actifs? Donc 10%, ça fait 10, 100%, ça fait 100. Si vous avez 100 membres, vous aurez au moins, au minimum, 10 actifs. Si vous avez au moins 10 actifs, eh bien, ça veut dire que pour tout le monde, ça va être beaucoup. Ils vont voir 10 personnes actives. Et à ce moment-là, votre groupe va fonctionner. Et donc, votre groupe, pour un groupe participatif, le premier secret, c'est tout simple. Il va falloir être 100. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai peut-être pas 100 personnes, j'ai peut-être que 50 personnes. Et ben, pour ça, on va essayer de regarder des différents types de fonctionnement. On va voir que cette règle, elle est incroyablement puissante et incroyablement contre-intuitive. Alors, on va avoir plusieurs types de groupes maintenant, juste pour avoir une petite vision d'ensemble, des groupes holoptiques, des groupes en réseau. Alors, on va laisser tomber les groupes de une personne ou de deux personnes. Alors, deux personnes, c'est plutôt une relation interpersonnelle. D'ailleurs, avant, plusieurs, c'était un terme qui voulait dire à partir de trois. Et puis maintenant, en fait, ça dépend. Pour certains, c'est à partir de deux, d'autres à partir de trois. Donc, on a perdu la différence entre deux et trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc, entre deux et plusieurs. Donc, plusieurs, normalement, on va garder l'ancien terme. Voilà. Donc, deux, c'est pas vraiment un groupe, c'est juste un échange interpersonnel. Une petite équipe, c'est entre 3 et 12. Ça, on l'a déjà vu. Une grande communauté, c'est entre 100 et puis ça va jusqu'à quelques milliers. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Lorsque la grande communauté est vraiment trop grande, à ce moment-là, les personnes se voient plus agir dedans. Donc, se sentent noyées. Dans ce cas-là, ça fonctionne un peu moins. Et puis, entre les deux, eh bien, entre 13 et puis centaines, alors c'est environ 100, c'est-à-dire que le chiffre n'est pas aussi précis que ça, mais dans les environs de 100,
Eh bien, là, on va avoir un groupe intermédiaire. Et un groupe intermédiaire, c'est un groupe qui est pas facile à fonctionner parce qu'on va pas avoir suffisamment de gens actifs pour arriver à faire tourner la machine. Donc, on va ramer, on va essayer de pousser les gens à être actifs et puis on va pas en avoir assez, etc. Donc, le drame classique, eh bien, est là. Et puis, on peut avoir, alors au-delà, eh bien, on peut avoir, par exemple, à partir de 10 000 à peu près, on peut avoir des écosystèmes de communautés, c'est-à-dire plusieurs communautés qui vont interagir entre elles. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut arriver, on sait faire aujourd'hui des groupes à quelques centaines de milliers. Donc on comprend bien la théorie pour de 3 à 12, de 100 à quelques milliers, d'une dizaine de milliers à peu près à quelques centaines de milliers, hein, donc les écosystèmes de communautés de type par exemple Colibri qui sont eux-mêmes avec des groupes locaux, etc. Des Wikipédia qui eux-mêmes alors du coup plutôt des petites équipes, c'est un immense écosystème de petites équipes qui font des articles. Et pour aller au-delà, eh ben, c'est un peu l'inconnu. Alors, on teste actuellement des mises en réseau d'écosystèmes de communautés pour comprendre quelques millions. Donc, vous voyez que dans les années 2000, on était limité à 12. Dans les années, allez, jusque dans les années 2010, on comprenait bien comment travailler quelques milliers. Et puis, on a eu quelques exemples aussi de choses qui ont dépassé les bornes sans comprendre exactement comment, comme les Wikipédia, les groupes Colibri, etc. Et puis après, eh bien, dans les années 2010 à 2020, on a commencé à comprendre les écosystèmes de communautés, hein, et donc, et avec quelques petites mises en réseau qui commencent à sembler dépasser tout ça. Et on peut espérer que dans les années 2020, eh bien, à 2030, on va essayer de dépasser tout ça pour arriver à des systèmes encore plus grands. Alors, on n'en est pas à 7 milliards, mais vous voyez que déjà, on arrive à faire des communautés en réseau beaucoup plus grandes. C'est pas pratiquement sans limite comme les groupes en étoile, mais malgré tout, eh bien, on arrive à faire des choses maintenant très, très significatives. Alors, deux petites histoires quand même, parce que là, on peut avoir des groupes intermédiaires, et puis comment faire lorsqu'on n'a que 50 personnes. Alors, je voudrais vous raconter deux histoires pour vous montrer à quel point cette règle des 10%, là, et donc de 10% d'actifs, est très contre-intuitive. Dans la première histoire, c'est des histoires vraies, hein, une personne avait une centaine de personnes à peu près dans son groupe, et envoyait 10, 11, 12 à peu près, bon, actives, enfin, une dizaine, on va dire une dizaine pour simplifier. Et donc ça l'énervait un petit peu parce qu'il disait: «Il y a 90 personnes qui foutent rien dans mon groupe». Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a viré les 90 personnes. Et sur les 10 personnes qui restaient, eh bien, il restait plus que 10% qui travaillaient. C'est-à-dire qu'il était tout seul, puisque 10% de 10, eh bien, ça fait une personne. Alors vous allez me dire: «Oui, non, mais là, on est en dessous parce qu'on est dans un petit groupe de 12». Oui, mais quand on a commencé à travailler sur un grand groupe, eh bien, une sorte d'hystérésis, de retard qui fait qu'à un moment donné, eh bien, les gens vont se comporter de la même manière. Et donc, réellement, eh bien, retirer des inactifs, eh bien, à supprimer des actifs, tout simplement. À l'inverse, c'était en Bretagne. En Bretagne, eh bien, il y avait des personnes qui étaient, alors c'était des bibliothécaires et qui sont venus me voir en me disant: «On a un problème quand même, on n'arrive pas à avoir la dynamique, on rame un petit peu». Alors je leur dis: «Ben, combien vous êtes?» «Ben, on est une cinquantaine». Alors je leur dis: «Ben, c'est pas grave, rajoutez 50 personnes». Alors elles me disent: «Ben non, ça c'est impossible parce qu'on n'est que 50 personnes, 50 bibliothécaires sur le territoire». Alors je leur dis: «Bon, on va faire un petit essai. Vous allez mettre 50, rajouter 50 personnes qui s'en foutent, mais qui sont d'accord pour être là. Allez, bon, on va dire pour être à peu près quand même cohérent, on va prendre des usagers des bibliothèques. Donc on a doublé le nombre de personnes, et parce que quand je leur ai demandé combien il y avait de personnes actives, ils me disaient 5, 6, et on voyait bien que c'était pas suffisant pour que la dynamique prenne. Et donc là, eh bien, ils sont passés de 50 à 100, et au miracle, eh bien, ils ont doublé également le nombre d'actifs. Et en regardant de plus près, en plus, c'est très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que il y avait peut-être quelques-uns des nouveaux qui étaient actifs, mais pas tant que ça. C'était beaucoup des anciens bibliothécaires, parce que le groupe était plus grand, eh bien, sont devenus actifs. Donc la morale de cette histoire extrêmement contre-intuitive, mais extrêmement puissante, c'est supprimer des inactifs, vous allez supprimer des actifs, rajouter des inactifs, et vous allez rajouter des actifs parce que les pourcentages restent constants. Et ça, si vous comprenez ça, eh bien vous allez voir que vous allez pouvoir faire des choses extrêmement puissantes, parce que à la limite, tous ceux qui foutent rien sont vos amis, et c'est la règle que j'aimerais que vous reteniez de là, c'est vraiment les inactifs sont nos amis, parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à ces 90%, on va dire, pour simplifier, que l'on a 10% d'actifs. Alors, on a vu les groupes en étoile, pas d'optique, on a vu les petites équipes holoptiques, les grandes communautés holoptiques, et on a vu aussi les échanges synchrones et asynchrones. Alors, à vous de jouer. Alors, dans ce petit chapitre plus théorique, on va dire, eh bien, vous n'allez pas avoir grand-chose à faire. Je vous propose simplement de mettre, alors dans les commentaires, par exemple, ou dans vos notes, mais de vous poser quelques questions.
Premièrement, quand est-ce que vous investissez fortement dans des échanges asynchrones? Alors, est-ce que c'est dans des échanges asynchrones de votre équipe de travail, là où c'est contraint? Est-ce que c'est sur un sujet extrêmement critique pour vous? Ou alors est-ce que vous êtes impliqué dans la transversalité ou dans une association alors que vous étiez que dans une seule association ou alors dans une association alors que vous en êtes dans plusieurs? Essayez de regarder effectivement, alors pas sur les échanges synchrones, c'est-à-dire que quand on vous le propose, bah, vous venez et puis quand vous venez, bah, vous êtes là, vous mettez votre cerveau disponible, mais essayez de voir à quel moment vous êtes investi le plus dans les échanges asynchrones, que ce soit en ligne, hein, en général, avec dans les forums, les réseaux sociaux, etc., etc. Alors prenez un peu de temps pour rédiger ça. Deuxième chose, eh bien, est-ce que vous participez à des groupes en étoiles et des groupes panoptiques? Alors, du coup, quelles interactions vous avez avec les autres et avec le centre? Alors, vous avez peut-être plus d'interactions avec le centre. Alors, si vous êtes vous-même le centre du groupe panoptique, ben, c'est un petit peu différent. Mais ce qui est intéressant, c'est les groupes dans lesquels vous êtes participant pour essayer de voir les choses de façon légèrement décentrée. Et quelle relation vous avez avec les autres et avec le centre? Est-ce que vous prenez des initiatives? Et lesquelles? Et et puis, est-ce qu'il y a des cas, évidemment, vous êtes au centre de l'étoile. Dans ce cas-là, vous avez plus de chances de prendre, évidemment, des initiatives. Troisième question, est-ce que vous faites partie de petites équipes? Alors des équipes sportives, des équipes musique, de travail par exemple, hein, on travaille aussi, on fait des équipes holoptiques hein, là-dedans. Et quelle est leur taille? Alors regardez bien la taille et posez-vous la question effectivement de la taille que vous avez sur les petites équipes. Alors sportives et musicales, on en a beaucoup parlé, en travail, eh bien regardez et si vraiment vous dépassez les 12, est-ce que ça fonctionne bien par exemple? Et enfin, eh bien, sur les grandes communautés holoptiques, hein, eh bien, est-ce que vous avez participé à des grands groupes plutôt en réseau, hein, donc que ce soit en ligne ou autre? Et dans ce cas-là, combien il y a d'actifs environ? Combien il y a de membres? Quel pourcentage ça fait? On va essayer de regarder un petit peu si vous avez la possibilité d'avoir ces chiffres-là. Et est-ce que votre groupe est suffisamment grand? Est-ce qu'il est plutôt une cinquantaine de personnes ou est-ce que déjà il y a une centaine? Si vous avez un millier, vous n'avez pas de problème évidemment. Mais voilà, est-ce que vous êtes dans un groupe intermédiaire entre 13 et 100, ou alors est-ce qu'au contraire, eh bien, vous arrivez à avoir un groupe suffisamment grand? Voilà, prenez un petit peu de temps pour remettre tout ça, rédiger tout ça, et puis après, eh bien, vous allez pouvoir mettre ça dans vos notes, et on se retrouve pour le prochain chapitre.